Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Calcaire pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il sera question pour nous de pouvoir installer un système d'exploitation de sécurité informatique, tout simplement pour nous familiariser avec des notions de Linux. Une suite ici à une vidéo qui a déjà été faite par le passé, donc si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à regarder celle-là avant de continuer avec nous. Donc, les différentes distributions que nous avons à notre disposition lorsqu'il s'agit de la sécurité informatique sont diverses. Nous avons des distributions qui ont déjà été préfaites, précompilées avec des logiciels que nous pouvons utiliser. Je pense ici par exemple à Parrot OS qui est une distribution de hacking qui nous permet tout simplement d'avoir à notre disposition plusieurs outils que nous pouvons utiliser. Je pense ici à Nmap, Metasploit et bien d'autres outils. Il y a également Kali Linux mis à notre disposition qui ont d'ailleurs refait l'interface utilisateur de leur site internet beaucoup plus beau, beaucoup plus responsive, qui détient également les mêmes atouts que Parrot OS. Kali Linux étant beaucoup plus ancien que Parrot OS, mais Parrot OS est en train de gagner vraiment en notoriété. Vous avez également d'autres distributions Linux qui peuvent être utilisées. Je pense ici notamment à la distribution Debian, qui vous permet de pouvoir installer un système Linux de base, entre guillemets, et par la suite vous permet de pouvoir installer de façon individuelle les outils dont vous avez besoin. C'est d'ailleurs la méthode qui est suggérée pour toute personne qui débute parce que Kali Linux ou Parrot OS possèdent en leur OS une panoplie d'outils qui ne sont pas forcément nécessaires quand on commence en sécurité informatique. Donc pour pouvoir faire cette installation là, nous allons commencer par utiliser un hyperviseur. Un hyperviseur ici, c'est tout simplement un logiciel qui nous permet de faire de la virtualisation au sein de notre PC. Nous avons plusieurs types d'hyperviseurs, des hyperviseurs de type 1 et des hyperviseurs de type 2 également. Pour notre cas ici, nous allons utiliser des hyperviseurs de type 2, tout simplement parce que nous n'avons pas besoin de toute cette puissance que vient procurer un hyperviseur de type 1. La différence ici entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2, c'est tout simplement le fait que l'hyperviseur de type 1 interagit directement avec les composantes matérielles de l'ordinateur, donc que ce soit la RAM, le processeur, la mémoire et tout ce qui va avec, alors qu'avec un processeur de type 2, il faut absolument que l'hyperviseur en lui-même, donc dans notre cas ici VirtualBox, puisse demander la permission au système d'exploitation afin de pouvoir utiliser les composantes matérielles de façon virtuelle. Donc c'est un sujet tout entier que nous pouvons développer dans une autre vidéo. Si vous avez des zones d'ombre à ce niveau-là, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça me ferait plaisir de pouvoir justement couvrir ce sujet avec vous. Donc, on va télécharger VirtualBox dépendamment de votre système. L'installation est la même. Ensuite, nous allons lancer l'installation tout simplement. C'est vraiment juste suivant. Et une fois que l'installation se termine, je vous reprends. Oh, wait a second, please. Your participation is very important. Please subscribe and smash the like button for Ethical Kev. Thanks for watching. Donc, une fois l'installation terminée, nous allons tout simplement ici lancer notre hyperviseur VirtualBox qui va s'ouvrir de cette façon. Et si pendant votre installation, vous avez une fenêtre qui vous demande d'installer différents plugins ou différentes additions invitées, n'hésitez pas à le faire, c'est tout à fait protégé. Il peut également arriver que vous ayez des problèmes avec la virtualisation qui ne soit pas activée sur votre système d'exploitation. À ce moment-là, il faudra rentrer dans votre BIOS qui est le système qui démarre avant le système avant le système en quelque sorte. Et à ce niveau-là, il faudra tout simplement activer la virtualisation. Donc vous pouvez trouver une panoplie de tutoriels qui vous montrera comment le faire. Donc en plus de VirtualBox, nous allons également installer ici VirtualBox Extension Pack. Ce pack d'installation ici va tout simplement nous permettre d'avoir plus de fonctionnalités à notre disposition. Entre autres, ici la possibilité de pouvoir utiliser le USB 3.0. Donc tout simplement télécharger. Encore une fois, pour tous ces liens là, vous aurez la procédure et les liens dans la description. Donc pas de souci à ce niveau là. Donc tout simplement accepter, faire l'installation. Ça prend quelques secondes et l'installation se fait de façon assez rapide. Donc une fois que c'est fait, nous allons maintenant aller télécharger notre système d'exploitation. Donc comme je vous ai dit ici, moi je vais aller avec Kali Linux. Vous avez cependant le choix, vous pouvez utiliser le système d'exploitation qui vous convient.
Pour Kali Linux ici, vous avez différentes versions, soit la version pour VMware ou la version pour VirtualBox qui est celle que nous allons utiliser. Donc je vais lancer le téléchargement, c'est 3 Go donc c'est quand même assez lourd. Je vais vous reprendre une fois que le téléchargement sera terminé. Donc une fois l'installation terminée, nous allons tout simplement accéder au dossier. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déplacer ce dossier-là dans une autre partition de mon disque dur, tout simplement parce que quand le logiciel est téléchargé, il est mis dans ma partition C, et ma partition C n'a pas beaucoup d'espace, donc je préfère mieux venir ici dans ma partition D qui a été préalablement créée et tout simplement déplacer le dossier de cette façon. Ça me permet de pouvoir non seulement savoir où se trouvent toutes mes machines virtuelles, puisque j'ai créé ici un dossier qui s'appelle Virtual Machines, mais aussi ça permet de mieux gérer son espace. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, bien évidemment, ici c'est juste un choix personnel pour moi. Donc pour pouvoir importer cette machine, j'ai juste à cliquer sur l'icône importer, comme vous le voyez là, et venir ici naviguer dans mon disque D tout simplement et choisir le fichier que nous venons de télécharger. Donc je vais cliquer ouvrir, suivant. Il y aura déjà des paramètres qui sont prédéterminés, je peux les changer si je veux, mais je vais les laisser par défaut. Je prends deux processeurs ici avec une mémoire vive, donc ici une RAM de 2 Go, donc 2048 mégabits. Je vais laisser tous les autres paramètres par défaut. Ce que je vais venir changer ici, c'est le dossier de base, donc le dossier dans lequel va se créer mon disque dur virtuel en quelque sorte. Donc je vais venir ici changer pour pointer vers mon disque D, tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué, mon disque C n'a pas beaucoup d'espace et je ne voudrais pas que ce soit là que se retrouve le disque dur de la machine virtuelle, parce que les machines virtuelles prennent de l'espace, beaucoup d'espace en fonction de comment vous la paramétrez, et ça peut très vite grossir si c'est mal géré. Donc c'est pour ça que je préfère me créer une partition toute nouvelle qui va être disposée tout simplement à pouvoir stocker mes machines virtuelles. Donc ici j'aurai le contrat de licence, je vais l'accepter. Ça prend à peu près 1 à 2 minutes pour pouvoir faire l'installation, et comme vous le voyez ici, il y a un dossier qui se crée automatiquement. Il y aura une taille quand même assez conséquente, donc on va laisser ici l'installation se faire, et une fois que l'installation sera terminée, on se reprend pour continuer la suite. Donc une fois l'importation terminée, vous voyez que la machine a automatiquement été créée. Je peux configurer cette machine. Comme je vous l'ai dit, tous les paramètres qui ont été associés ici peuvent être changés. C'est sûr que moi j'ai 32 Go sur mon 32 Go de disque de RAM, donc je peux donner un peu plus, mais ce n'est pas nécessaire. Également en ce qui concerne les processeurs, moi j'ai 8 cœurs, donc ici on choisit d'en donner 2. Ici il faut toujours garder à l'esprit que il ne faudrait pas donner ne serait-ce que même la moitié de vos ressources à la machine virtuelle, parce que si par exemple ici vous venez donner je sais pas moi 6 cœurs, il ne vous reste que 2 cœurs pour pouvoir gérer votre système d'exploitation principal, ce qui fait que votre machine va planter à coup sûr. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de tout le temps donner le minimum. Donc ici dans le réseau, vous voyez que par défaut la machine virtuelle a été mise en NAT. Ce que moi j'aime faire ici, c'est tout simplement venir créer mon réseau NAT, et comme vous pouvez le voir ici, le réseau n'a pas encore été créé. Donc pour le faire, tout simplement je reviens ici, de cette façon là, j'annule, je viens dans fichier, paramètres. Au niveau de réseau ici, je vais créer ce qu'on appelle un réseau NAT. Donc ici ça s'appelle NAT Network, je peux l'appeler ici Ethical Kev, petit clin d'œil, et je vais tout simplement décider du réseau que je veux. Donc ici 1/24 de masque veut dire que les 3 premiers bits ici sont la partie réseau, et le dernier octet représente tout simplement la partie haute. Donc ici 1/24 ça fera l'affaire. Si j'ai d'autres machines virtuelles pour pouvoir faire des tests dans un réseau fermé, ça va me permettre de pouvoir avoir ces adresses là. Donc ça va venir ici se comporter un peu comme un DHCP qui va tout simplement permettre de faire en sorte que chaque fois que je rajoute une machine dans ce réseau NAT, qu'il puisse automatiquement prendre une adresse du pool qui aura été prédéfini
par l'utilisateur, comme vous l'avez vu. Donc ici, je vais créer un réseau NAT, il va rentrer dans le réseau EthycalKev. Ça veut dire que cette machine sera totalement coupée de mon DHCP de la maison. Donc si par exemple ici vous venez prendre l'accès par pont, donc ici Bridge Mode, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre une adresse IP directement du DHCP de la maison. Donc si sur votre réseau de la maison, vous faites un Net Discover pour voir tous les hosts qui sont connectés, vous verrez cette machine virtuelle connectée à votre réseau. Moi, je n'ai pas besoin de le faire pour l'instant, tout simplement parce que je ne veux pas faire de mise à jour. Donc pour l'instant ici, je vais tout simplement mettre un réseau NAT. Ensuite, tout ce qui reste à faire, c'est tout simplement démarrer la machine en cliquant sur le bouton démarrer et attendre que la magie opère. Donc ça va prendre un peu de temps avant de démarrer. Ensuite, ça va démarrer, j'appuie sur entrée. On va laisser les étapes se faire et ensuite je serai emmené vers la page d'authentification où il me faudra tout simplement rentrer mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur comment changer son mot de passe, tout simplement parce que je n'arrivais pas à trouver le mot de passe de mon Kali Linux. Et ce qui est très drôle, c'est que le mot de passe se trouve dans la description. Donc comme vous pouvez le voir ici, username Kali, password Kali. Et moi j'avais déjà l'habitude de prendre en considération que le mot de passe de Kali Linux par défaut, c'est Toor, T-O-O-R, parce que dans les versions antérieures de Kali Linux, c'était ça le mot de passe par défaut. Donc quand je suis arrivé là, j'ai essayé Kali et Toor, ça n'a pas fonctionné. J'ai pas compris ce qui se passait et j'ai été obligé de trouver un contournement pour pouvoir le faire. Donc une vidéo se trouve juste là-haut pour pouvoir vous expliquer comment changer le mot de passe, mais vous pouvez totalement utiliser cette méthode également pour changer le mot de passe, mais comme vous pouvez le voir, Kali, ce sont les noms d'utilisateurs et mots de passe par défaut. Donc une fois que c'est fait, nous voilà dans le système d'exploitation. Ici, une commande rapide qui s'appelle ifconfig va me permettre de voir l'adresse IP qui m'a été assignée. Et cela me permet de voir ici que j'ai l'adresse 10.0.2.15. Si vous vous rappelez du réseau NAT que nous avons défini, vous allez voir que ça appartient à exactement ce range que nous avons défini, qui doit être dans le réseau 10.0.2. Le point 15 ici est aléatoire puisque c'est déterminé de façon, encore une fois, aléatoire par le DHCP du système. Donc c'est de cette façon que se fait l'installation de Kali Linux. C'est assez rapide et assez droit au but dans la façon de le faire. Tout simplement importer le fichier OVA qui a été téléchargé et on devrait être prêt à commencer. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons vraiment se familiariser avec ce système afin d'exploiter pleinement la puissance et le potentiel que nous offre Kali Linux. C'était EthycalKev, au revoir.